molecular events of the cross-bridge cycle reflected in the force-velocity relationship of activated muscle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études que je viens de lire et qui est, bordel, super compliqué. C'est pas quelque chose, c'est une étude théorique, on va dire. Il y a beaucoup de choses à en retirer, je trouve, mais il faut bien comprendre que moi je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qui est raconté, juste en retirer certaines choses. C'est une étude en Frontiers, elle est donc en open access, je t'incite à aller la voir si jamais ça t'intéresse. Mais en gros, ce que les chercheurs ont fait, c'est ils ont essayé de caractériser ce qui peut influencer la relation force-vitesse. Donc, qu'est-ce que c'est que la relation force-vitesse? C'est une relation qui est étudiée in vitro. D'accord? In vitro, ça veut dire, on prend une cellule musculaire, en fait, enfin une fibre musculaire, voilà, et on essaye de voir à quelle vitesse elle se raccourcit vis-à-vis de la force qu'on lui applique. Donc si on lui applique beaucoup de force, peut-être qu'elle se raccourcira pas très vite, et si on l'applique plein de force, souvent, si on l'applique très peu de force, elle va avoir tendance à se raccourcir très peu vite. Et donc du coup, ça fait une courbe un petit peu comme ça, une sorte j'ai un arc de cercle, on va dire, mais creux, voilà, je vais le dire comme ça. Et donc, pour moi, ça, c'est une étude qui fait en fait le lien entre la relation force-vélocité, donc in vitro, avec le in vivo qui est la relation moment-angle. C'est-à-dire que, elle essaye de montrer que la configuration, l'architecture musculaire, ce que ça peut avoir comme influence dessus, ce qu'il peut y avoir aussi en termes de résistance interne. Et on va un petit peu détailler là-dessus. Donc, ce qu'ils ont retrouvé, c'est que déjà, il y a un truc, rien à voir avec ça, mais il y a une question que je me posais tout le temps, c'est qu'on voit à chaque fois la puissance développée, la force développée par un muscle, elle est proportionnelle à sa section, d'accord, la surface de sa section. Et j'ai toujours été en mode, mais pourquoi c'est pas proportionnel à son volume? Pourquoi on ne calcule pas ça par rapport à son volume? Mettons que j'ai un muscle très 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 long et qui a une section très petite, il doit être potentiellement plus fort qu'un muscle très court avec une section très petite. Eh ben non, parce qu'en fait, la force, elle est proportionnelle, effectivement, quand j'y pense, maintenant c'est évident, au nombre de sarcomères, de choses qui peuvent tirer, qui sont en parallèle. D'accord? Et donc du coup, c'est comme ça qu'on tire et ça fait de la force, quoi. Alors que la longueur du muscle, je me dis, mais alors la longueur du muscle, quel intérêt ça a? Bien, la longueur du muscle, ça va avoir un impact sur sa vitesse, parce que s'ils se rétractent tous en même temps, pouf, ça va très vite. Et ça, du coup, ça fait que le volume, d'accord? Donc la longueur, finalement, c'est la vitesse, la cross-section, c'est la force, ça fait que la puissance, elle est proportionnelle au volume. Puisqu'en fait, la puissance, c'est bien force fois vitesse. Voilà, on simplifie. Donc, c'est bien le volume musculaire, en fait, au total, qui va conditionner la puissance. Et donc, plus un muscle sera gros, plus il sera potentiellement puissant. Et ça a débloqué des trucs déjà. Je me dis, je me posais la question depuis un moment. Boum! Donc, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais juste l'exprimer et du coup, ça a aussi une autre conséquence. Ça veut dire que les gens qui ont des muscles qui sont plus longs, avec des tendons plus courts, ils sont potentiellement plus puissants. Et ça, même à entraînement équivalent, puisqu'on peut bien faire de l'hypertrophie, rajouter évidemment des sarcomères en série, évidemment des sarcomères en parallèle, mais on va toujours être limité par la longueur de nos muscles par rapport à nos tendons. Et donc du coup, potentiellement, les gens effectivement avec des muscles plus longs sont potentiellement plus puissants, segmentairement, pas cycliquement. Bref. Donc, du coup, il y a aussi un autre petit modèle que je trouve intéressant, qu'ils ont détaillé sur un schéma là. En gros, ils ont essayé de voir ce que ça pourrait avoir comme influence d'avoir soit des sarcomères en série, soit le même nombre de sarcomères en série, soit le même nombre de sarcomères à moitié entre série et à moitié entre parallèles, soit juste tous en parallèle. Donc il y a 4 sarcomères en série, soit 2 sarcomères en série, 2 sarcomères en parallèle, soit 4 sarcomères en parallèle. Et en fait, ils se rendent compte que quand tous les sarcomères sont en série
eh bien, la courbe force-vélocité, elle va tirer beaucoup plus du côté vélocité. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un muscle qui va pouvoir développer sa force très rapidement, d'accord, mais qui va pas, donc du coup, qui va pouvoir tirer des poids faibles très rapidement, mais qui va peut-être moins pouvoir tirer des poids lourds. Et à l'inverse, eh bien, quand on est beaucoup plus du côté parallèle, eh bien, on se retrouve avec un muscle qui va pouvoir tirer des poids plus lourds, mais pas rapidement. Et donc, comme on sait qu'on peut éliciter ce genre d'adaptation-là en s'entraînant notamment en amplitude partielle, par exemple, on sait qu'avec des amplitudes courtes, eh bien, on va avoir une hypertrophie plus en parallèle et pas en série, eh bien, on peut se dire, si on veut juste gagner en force pure, peut-être qu'il faut des amplitudes partielles sur des courtes longueurs musculaires. À ceci près que j'aurais quand même tendance à dire qu'il faut faire gaffe parce que l'entraînement à amplitude complète, on sait que ça rajoute des sarcomères en série, mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça rajoute potentiellement aussi du parallèle. Donc ça fait parallèle plus série, là où les amplitudes courtes semblent faire que du parallèle. Donc à voir comment on l'utilise dans l'entraînement, mais potentiellement ça peut donner des pistes. Donc je trouve ça intéressant. Aussi il parle de l'internal load. Et l'internal load, ça fait quoi? C'est, de ce que j'en ai compris, c'est par exemple les adhésions qu'il y a entre les différents sarcomères. Tu sais, quand ça va pas forcément... tu sais, ça s'accroche un peu, etc. Et bien là, on réduit potentiellement la vitesse maximale. D'accord, alors, j'ai peut-être pas tout bien compris de ce côté-là. Je ne veux pas être hyper adamant, comme ils disent en anglais. Je ne veux pas être voilà, comme ça. J'ai peut-être pas tout bien compris. Mais, une chose que j'ai bien compris, c'est que ça fonctionne... ça a une influence sur les adhésions internes, ça a une influence sur eh bien, notre force vélocité. Et donc, potentiellement, c'est aussi ça, ces adhésions internes qui peuvent être réduites par l'échauffement. Parce qu'avec l'échauffement, on rend tout un peu plus fluide, il y a moins d'adhésions internes, et donc du coup, il y a moins de force interne. Voilà. Et donc, ça peut avoir un intérêt. Donc, ils disent, en gros, au niveau de la... Parce qu'ils parlent un peu de l'échauffement après derrière, ils disent au niveau de la puissance. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce qui joue le plus sur la puissance qu'on peut développer, enfin, plutôt, la chose sur laquelle l'échauffement joue le plus, c'est sur la puissance qu'on peut développer, pas forcément la force maximale, pas forcément la rapidité maximale, mais plutôt un mélange entre les deux. Voilà. Et puis voilà. Je pense avoir tout dit. C'est une étude très théorique, donc il y a des applications sur le terrain évidemment à en retirer, mais il faut toujours rester calme par rapport à ça en se disant bon, ça peut donner des pistes, mais attendons de voir la suite. Testons peut-être, mais ne soyons pas trop prompts à dire non, c'est comme ça et pas autrement. Mais quand même, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.